Parfait. Génial. Merci beaucoup. Un petit mot avant mon petit laïus d'introduction. Plusieurs l'ont sûrement remarqué, Alain Langlois, qui est le DG du REFAD, qui est le maître d'œuvre et la cheville ouvrière qui est là à qui est là à toutes les activités, est malade présentement. On lui souhaite de retrouver la santé dans les meilleurs délais. Je pense qu'en 25 ans, c'est une des premières fois qu'il rate une activité. Donc, on va lui souhaiter le meilleur le plus rapidement possible. Je voulais juste le préciser parce que certains d'entre vous se posent certainement la question. C'est la personne qui n'est pas là aujourd'hui. Ouais. Alors, écoutez, Michel Richer ici, je vous souhaite la bienvenue à chacun de vous. C'est un grand, grand plaisir de vous retrouver pour plusieurs ou de vous accueillir pour une première fois pour d'autres. Nous sommes déjà à la 3e table d'échange de l'édition 2019-2020, notre première de 2020. Je suis très, très heureux de vous accueillir encore une fois si nombreux et en provenance d'horizons qui vont au-delà des frontières. Je vais faire le tour tantôt, mais on a des gens de différents pays à l'extérieur du Canada. À chaque année, le REFAD verse dans la production d'études, de rapports de recherche ou de guides. Ces documents-là sont toujours inspirants, utiles, voire nécessaires. Par leur pertinence et leur qualité, ils profitent aux membres du REFAD, bien sûr, mais aussi plus largement à tous les acteurs impliqués en formation. Tout est toujours disponible en libre accès sur le site refad.ca. Ceux qui ne connaissent pas, faites le détour, c'est dans Publications et rapports de recherche à partir de la page d'accueil, ça vaut le coup. Notre table d'échange d'aujourd'hui est un peu spéciale car elle concerne justement un document qui sera lancé tout prochainement. Nous allons avoir accès en avant-première à certaines grandes lignes du guide de référence qui a pour titre, vous savez, la place et les fonctions des membres de l'équipe technique dans un projet de design pédagogique, spécialité, rôle et contribution. D'ailleurs, vos propres contributions pourront également bonifier ce guide. C'est un des objectifs visés par la rencontre d'aujourd'hui. Les éléments clés du guide seront d'abord partagés ici et nous pourrons discuter tous ensemble de cette réalité et comprendre ce qui se passe à cet égard dans nos milieux respectifs. Belle occasion pour se faire une tête individuellement et collectivement. N'hésitez donc pas, s'il vous plaît, à poser des questions ou à partager vos points de vue en intervenant directement et personnellement. On va peut-être juste mettre la sourdine pour tous. Merci. Profitons vraiment de l'occasion pour discuter, échanger et apprendre. Nous avons tous à y gagner. Nous allons donc débuter par une présentation et pour cette présentation, nous avons le grand bonheur d'accueillir à cette table Mesdames Lise Chevineau et Luce Lapierre qui sont toutes deux directement impliquées dans ce projet de guide. Je vous les présente en quelques mots et j'ai la petite feuille sur laquelle j'ai leur note de présentation. C'est tout court, mais c'est pour permettre de bien situer leur rôle. Excusez-moi encore pour la voix. Lise Chevineau est titulaire d'une maîtrise en management interculturel et traduction. Elle est responsable de la condition des femmes au CEDAF et met également ses nombreux centres d'intérêt à profit dans des projets touchant des problématiques variées. Elle s'implique notamment dans le développement des formations touchant aux technologies de l'information et de la communication pour les groupes communautaires et a développé une formation sur les enjeux de confidentialité et de sécurité en ligne et sur les appareils connectés pour les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. De son côté, Luce Lapierre est consultante dans le domaine de l'éducation et de la recherche. Elle a dirigé le Consortium national de formation en santé, organisme favorisant la formation en français de professionnels de la santé partout au Canada. Elle a été directrice du développement des programmes d'études, puis directrice principale du recrutement de la clientèle et du développement des marchés au Collège La Cité.
Luce a également été directrice de la Fédération pour l'alphabétisation en français, aujourd'hui le réseau pour le développement de l'alphabétisation et des compétences essentielles. Elle a enseigné la sociologie au Cégep de l'Outaouais. Elle détient une maîtrise en sociologie de l'Université d'Ottawa. Ses services ont été retenus pour prendre la relève de la rédaction du guide. La place et les fonctions des membres de l'équipe technique dans un projet de design pédagogique, spécialité, rôle et contribution. Donc, vous savez, notre sujet d'aujourd'hui. Mesdames, le micro est à vous. Vous avez tout l'espace et prenez le temps qu'il faut pour dire ce que vous avez à dire. Et on aura, je sais que vous avez des questions qui vont être affichées à l'écran tantôt. Après votre PowerPoint, on prendra le temps de pouvoir partager en groupe avec les points forts de certaines expériences vécues et les défis qui ont été relevés aussi pour d'autres expériences qui ont amené certains défis. Donc, Lucie, je vous laisse la parole avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, Michel. Juste rapidement, ce que je vais faire, c'est partager notre document de présentation. Comme ça, tout le monde, vous allez pouvoir consulter en direct le document que nous avons présenté ici, donc en plein écran. Bon. C'est excellent. Excellent. Parfait. Excusez. Je fais diversion pendant que Luce tousse. Ouais, je plaisante. Mais voilà, le document ici, tu peux utiliser les flèches de la souris. Je vais tout d'abord laisser ma collègue Luce commencer la présentation. Bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être ici puis d'avoir accepté de venir partager avec nous aujourd'hui vos expériences, vos connaissances, vos questionnements, vos défis, mais aussi les solutions que vous trouvez quand il s'agit de faire travailler des équipes qui souvent vont venir de différentes origines, les équipes pédagogiques, les équipes techniques et tout ça, pour justement développer des programmes en ligne et des cours ou des initiatives qui impliquent naturellement la technopédagogie. Alors aujourd'hui, on va d'abord commencer par présenter le CEDAF, puis par la suite, si vous voulez, on regardera quels sont nos objectifs de la journée, puis vous verrez à partir de là, s'il y a des choses que vous voulez modifier, puis comment est-ce qu'on peut avancer là-dedans. Ouais. Fait que Lise, je te donne la parole. Adjugé. 2 secondes et demie, promis, je ne vais pas vous demander de retenir tout ce qui est sur la diapositive. Comme à son habitude, le RIFAD va vous faire parvenir le document de présentation après la table d'échange d'aujourd'hui. Très brièvement, pour les nouvelles têtes éventuelles ou les personnes qui ne connaissent pas encore forcément le CEDAF, donc on est un peu un organisme, on va dire, hybride, dans le sens où nous sommes un centre de documentation qui contient un catalogue, donc avec plus de 30 000 titres, on a plus de 10 000 documents aussi disponibles en ligne. On a donc à la fois des prêts de documents papier, des prêts de documents en ligne. Ensuite, on est aussi hybride dans la mesure où on est un centre de documentation, mais on dispense aussi des formations et on est au service de nos communautés dans 3 domaines d'activité, donc l'éducation des adultes, la condition des femmes et l'alphabétisation. Donc, on a un peu plusieurs pôles d'activité dans ces 3 domaines. Et bien évidemment, le support technique qui nous amène d'ailleurs aujourd'hui à notre rôle avec le réseau du RIFAD. Donc, le support technique, finalement, la veille technologique pour mieux outiller les groupes, ça fait aussi partie de nos préoccupations quotidiennes. Et bien sûr, on a plusieurs types de services, donc le prêt, la référence de ressources documentaires, de la veille informationnelle, documentaire, outiller les groupes, des ressources en ligne et sur place. Je pense que ça fait une petite synthèse de qui est le CEDAF. Et puis, on peut peut-être passer à la présentation d'aujourd'hui. Donc, Luce va nous faire une très belle synthèse de l'avancée du travail qu'elle a commencé déjà à faire sur le guide. Des promesses, des promesses. Beaucoup de promesses, sans pression. Moi, je viens d'un background de marketing où on parle souvent de l'effet wow. Promettez peu et livrez beaucoup. C'est pas mal. Alors, en effet, aujourd'hui, on va essayer de prendre le moins de minutes possible pour faire des présentations, histoire de d'abord vous entendre. Donc, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est vraiment avoir une table d'échange sur la technopédagogie puis les enjeux de la collaboration. L'objectif qu'on s'est fixé, ou en tout cas ce qu'on aimerait faire dans les prochaines 10 minutes, c'est vraiment vous présenter le projet du guide, quels sont les points saillants, les clientèles qu'on vise, puis les contenus qu'on aimerait proposer. Contenus qui ont été jusqu'à maintenant pensés avec l'intervention de différentes autres personnes. Hein. Vous savez que
Actuellement, moi, je suis dans un processus de revue de littérature, naturellement. Mais aussi, j'ai consulté certaines personnes de vos réseaux, de vos établissements également, pour connaître un peu comment est-ce que les gens ont abordé cette question-là dans leurs établissements d'enseignement ou dans leurs institutions. Deuxième chose qui serait très heureux pour nous qu'on puisse faire, c'est de favoriser naturellement une discussion sur ces enjeux de collaboration. Comme je le disais, nous autres, on a décidé de donner un objectif ou une lentille collaboration à la question des équipes. J'aimerais savoir votre point de vue là-dessus. Puis, c'est ça, fait qu'on veut voir quels sont les enjeux de collaboration entre les divers partenaires, acteurs pour le développement de la formation en ligne. Puis, vous entendre parler de qui sont ces gens-là, justement, qui sont ces personnes-là qui, des fois, sont des professionnels, naturellement, mais aussi des personnes. Fait que voir un peu comment est-ce que ça s'articule. Puis le troisième objectif, c'est surtout d'avoir une discussion avec vous parce qu'à l'étape de rédaction où j'en suis, c'est comme ça que je vais le dire, il y a encore place pour préciser les besoins, vraiment compléter les contenus, puis obtenir des illustrations là, de vos expériences vécues. Est-ce que ça vous convient? N'hésitez pas aussi, d'ailleurs, pendant la présentation, à utiliser les petites pastilles d'information, toutes les petites pastilles. Vous savez, quand vous allez dans la fonctionnalité participant, vous avez les options de communication non verbale. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Il y a une petite pastille verte. Merci, il y a une personne qui l'utilise, 2 personnes. Génial. Donc, la petite pastille verte avec l'encoche, disons que ça convient. Donc, c'est oui. Ou vous pouvez lever le pouce également. Merci. Quelle euphorie. C'est génial. Merci pour votre participation aussi nombreuse. Mais au fur et à mesure, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions pour prendre la parole ou à utiliser les autres fonctionnalités de communication non verbale. Merci tout le monde. Et à poser des questions aussi au fur et à mesure. Oui. Alors, si vous le voulez bien, oups, j'essaie de changer, puis ça marche pas. Ah, pardon, c'est moi qui suis partie de l'autre. OK. Voilà. Alors, juste pour vous présenter le guide en quelques mots, les indications qui nous ont été données, puis qui nous ont les paramètres là, du guide qui nous ont été donnés par le REFAD, c'est vraiment, dans un premier temps, d'être une réponse pour appuyer, comme on veut que ce guide-là, ce soit un guide le plus pratique possible avec des outils de travail pour faciliter la collaboration. Donc, pas avoir seulement un discours sur ce que ça devrait être la collaboration, mais de voir comment on peut l'articuler de façon concrète par des événements qui sont tenus, par des documents de support, par des outils de gestion qui nous permettraient d'augmenter la collaboration. C'est un guide, donc, qu'on va vouloir le plus, comme je le disais, pratique. On souhaite que ce soit une réponse pour appuyer l'intégration des partenaires techniques au développement de la formation en ligne. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'au départ, l'attention était un peu autour du fait que les équipes techniques ne sont pas nécessairement vues comme des équipes pédagogiques puis qui n'ont pas nécessairement leur mot à dire dans le processus pédagogique, quand en fait, quand on parle d'une formation en ligne, naturellement, ils sont essentiels à la démarche. Donc, comment on peut activer catalyser un peu cette relation-là de manière positive. On veut que ce soit un guide aussi qui mise sur, excusez-moi, un guide pour mettre en œuvre des projets andragogiques, donc qui va susciter un intérêt, puis qui va amenuiser, disons, les obstacles qu'on peut penser rencontrer. Puis, naturellement, ce guide-là va être disponible sur WordPress, puis naturellement libre d'utilisation comme les gens le souhaitent. Avec attribution. C'est ça. Avec attribution, tu dis? Oui. OK. Pour dire que c'est un guide du REFAD, mais le contenu est disponible et partageable par les établissements. Excellent. Alors, les utilisateurs qu'on a en tête quand on est en train d'écrire ce guide-là, la clientèle cible, donc, c'est vraiment l'ensemble des établissements d'enseignement postsecondaire particulièrement. On pense aussi aux groupes communautaires puis aux organismes à but non lucratif qui voudraient mettre en ligne des formations qui ne sont pas nécessairement accrédités par une institution quelconque, mais qui sont utiles pour l'avancement de leurs travaux. Et tous ceux et celles qui souhaitent développer une formation ou un service en ligne. Fait qu'on est dans le très large, fait qu'on va essayer d'avoir un vocabulaire qui va essayer de toucher aussi une vaste population avec une familiarité plus ou moins grande avec la formation en ligne. Donc, ça se veut aussi une façon d'encourager les gens à faire de la formation en ligne.
Les contenus qu'on a proposés jusqu'à maintenant, c'est d'abord les enjeux qui ont été soulevés là, par rapport à la collaboration. Les premiers enjeux de collaboration qui ont été identifiés puis dont on voudrait traiter de façon spécifique au sein du guide, c'est vraiment toute la question de la sécurité informatique que moi, je rattacherais avec les enjeux technologiques. Là, je vais vous dire, ma pensée évolue par rapport au contenu puis comment le regrouper. Donc, tout ce qui s'appelle l'environnement technologique, sécurité informatique, les enjeux technologiques, etc. Tout ce qui touche aussi les enjeux décisionnels et qui touche donc les enjeux administratifs. Comment on fait pour avoir la collaboration de cette équipe-là. Et naturellement aussi tout ce qui touche les enjeux ou les questions idéologiques ou d'approche qui vont, que moi j'appelle aussi, ou en tout cas ce que j'aimerais mettre à l'intérieur de ça aussi, c'est toutes les questions qui touchent la dimension humaine du développement d'un programme pédagogique, puis naturellement la dimension pédagogique. Je poursuis. Au niveau des contenus proposés, si on veut parler des enjeux, on veut parler aussi des solutions qui sont proposées. Il y a quelques entrevues, puis ça, c'est toujours à poursuivre. J'en ai encore la semaine prochaine qui s'enligne, mais j'ai quelques entrevues qui m'ont permis d'arriver avec ces contenus-là. Et il y a une revue de la littérature aussi que je suis en train de faire, comme je le disais tantôt. Et au niveau des contenus proposés, solutions proposées, donc, c'est toute la question qui va toucher la planification du projet, l'adhésion de l'administration, l'obtention des ressources, une définition claire des rôles, quelque chose qui n'est pas encore clair totalement pour moi. Fait que ça va être intéressant. Puis dans certains établissements avec qui j'ai eu des consultations, on parle de pôle de responsabilité. Ouais. C'est très intéressant. L'organisation de lieux et d'espaces de collaboration pour les enseignants et les équipes techniques, donc des lieux physiques où les gens, puis des lieux organisés où les gens peuvent échanger. Puis en dernier, une gestion centrale du projet, donc d'avoir un appui ou une personne qui est le médiateur un peu entre les différentes équipes pour s'assurer que le projet se réalise dans l'harmonie. On va dire ça comme ça. C'est une bonne manière de dire ça. Quoique dans la gestion de projet, on sait que c'est une des variables, mais c'est pas toujours comme ça qu'on atteint nos objectifs. Donc, le contenu, si je reprends, on veut parler des enjeux, on veut parler des solutions. Alors, j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui puis avoir vos opinions sur ce qu'on a préparé jusqu'à maintenant. Fait qu'il y a une série de questions que nous avions décidé de vous soumettre. Puis, pour peut-être activer la discussion d'une façon plus structurée, j'aimerais vérifier avec vous d'abord, est-ce qu'il y a d'autres enjeux que vous aimeriez soulever ou d'autres pistes de solutions que vous aimeriez proposer à l'extérieur de ce qu'on vient de vous présenter ici? Donc, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole ou pour réactiver votre micro au fur et à mesure. Oui, donc nous avons René Bélanger. Vous avez levé la main. Vous pouvez activer votre micro. Oui. Oui, dans le développement de la formation à distance, c'est des fois d'avoir une équipe de recherche et développement. Donc, souvent, les technologies vont vite. Là, tu vois, on utilise Zoom aujourd'hui, mais à notre époque, c'était un autre logiciel, puis il y a plein de technologies qui rentrent en ligne de compte. Fait que nous, on le fait plus actuellement, mais on avait une équipe de développement là, qui le faisait, c'était avec des techniciens, technopédagogues, puis on regardait un peu la recherche ou testait des choses, voir qu'est-ce qui s'en venait en formation à distance. Et puis, est-ce que, René, je peux vous poser une question? Cette équipe de recherche et développement, c'était comme une troisième équipe au sein du développement d'un programme? Bien, en fait, c'est des gens qui avaient cette particularité-là de faire des recherches. C'était pas toute l'équipe au complet qui le faisait. Là. Il faut avoir du temps de dégagement pour faire cette veille-là, là, ce que souvent on se fait rattraper et que nos techniciens n'ont plus le temps, mais à l'époque où on le fait, c'était très utile. D'accord. Et cette équipe-là était composée de quel profil à peu près, globalement? Les personnes essentiellement, je te dirais technicien informatique, 1 ou 2, là, parce qu'il y en a un qui était plus spécialisé dans l'installation des salles ou tout ça. Puis il y avait moi comme technopédagogue aussi qui était là-dessus. Donc on était 3 à peu près qui étaient en recherche de solutions, puis en recherche de matériel, puis moi avec améliorer le fonctionnement, l'ergonomie. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole sur cette première question? Est-ce que vous avez trouvé dans votre expérience avec la formation à distance dans vos établissements ou organismes, est-ce qu'il y a d'autres enjeux que peut-être les 4 premiers qu'on a abordés qui peut-être pourraient être un frein éventuel ou du moins ralentir l'implémentation d'une collaboration efficace
entre les différents membres d'une équipe techno-pédagogique au sens large. Donc, est-ce qu'il y a d'autres enjeux que la sécurité informatique? Enfin, en gros, tout ce qui relie les technologies, l'administration, les questions idéologiques. Honnêtement, je pense aussi à quelque chose par rapport aux questions idéologiques et parfois remonter que il y a une petite dissension aussi, ne serait-ce que dans la perception des rôles. C'est par exemple, pourquoi faire appel au personnel technique lorsque la conception du cours devrait revenir uniquement aux pédagogues, par exemple. Donc, parfois, ce genre de conception idéologique peut éventuellement bloquer une collaboration en amont du design d'un cours. Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à vos réalités dans vos organismes? Est-ce que peut-être vous avez d'autres barrières potentielles? Oui, il y a une personne de la TELUC qui dit oui, très bien. Est-ce que, donc, c'est quand même quelque chose qu'on a déjà entendu. Est-ce que vous voulez dire un petit peu plus là-dessus? Si vous voulez activer votre micro. Est-ce que vous arrivez à l'activer? Sinon, dans tous les cas, je pourrais toujours l'activer pour vous, si jamais il y a un... Non, excusez-moi, c'était juste une question de souris. Ah, d'accord. Pas de souci. Donc, mon nom, c'est Claire Banville. Bonjour, Luce. Je suis contente Bonjour, de mettre un visage sur une voix, parce qu'on s'est parlé souvent au téléphone. En fait, par rapport à ce que tu dis, Lise, c'est plus aussi non seulement le rôle des gens techniques, mais aussi qui fait quoi, qui des fois peut faire obstacle dans un projet. Donc, certaines personnes au niveau techno-pédagogique qui ont plus de connaissances au niveau informatique, qui vont vouloir pousser de l'avant certains concepts. Et des fois, au niveau technique, c'est ça va amener des discussions qui sont souvent, moi, je trouve parfois très intéressantes, mais des fois, on a de la misère justement à déterminer qui fait quoi. Okay. Je travaille beaucoup depuis quelques années au niveau de l'accessibilité puis de la CUA, puis c'est souvent aussi des sujets là où c'est difficile il y a des zones grises, autrement dit. C'est difficile de déterminer qu'est-ce qu'on fait pas. Donc, c'est dans le sens de ce que tu demandais, là, je pense que c'est un petit peu la perception que moi j'en ai au sein de la TELUC. OK. Vraiment plus savoir comment répartir les rôles finalement. Une fois qu'on a planifié, on a une idée de ce qu'on veut obtenir comme collaboration, mettons, mais qui va être chargé de quel rôle, et comment s'arrêter un peu. Puisqu'il y a quelque chose quand même que j'ai retenu, là, je ne sais pas, ça m'a accroché. Certaines personnes qui vont être plus à l'aise vont essayer peut-être de pousser dans d'une direction plus technologisante, j'ai envie de dire, mais comment finalement amener tout le monde? Parce que parfois, il y a ce type de réticence aussi qui existe. On sait que les quelques personnes très, très techno vont être à l'aise avec ces affaires-là, mais comment on s'assure que l'ensemble de l'équipe pédagogique, finalement, puisse embarquer, puisse s'approprier ces outils-là aussi pour dispenser les formations? Est-ce que ça, c'est une réflexion qui fait écho pour vous? Bien, effectivement, c'est un peu ce qu'on vit de par le fait qu'on est un service technopédagogique qui a beaucoup de personnes très qualifiées au niveau technique, mais il y a des enjeux que vous parlez, là, autres, dont entre autres l'administration, la sécurité informatique, c'est qu'il y a d'autres départements informatiques qui ont à prendre en compte certaines choses au niveau de la sécurité informatique quand on parle d'installer des serveurs, par exemple, Moodle ou autres. Donc là, il y a des fois des compromis à faire ou des choses qui, des fois, peuvent prendre plus de temps avant d'être mis en place. Puis nous, on aurait la solution qu'on trouverait idéale au niveau technopédagogique, mais qu'on ne peut pas toujours mettre en place à cause de ces autres enjeux-là. Donc, c'est pas seulement au sein du service technopédagogique qu'on fait partie, mais c'est à plus haute échelle aussi, donc à d'autres niveaux. D'accord. Vas-y, non, j'apprécie beaucoup. Puis au fur et à mesure, il y a d'autres questions qui s'en viennent aussi, là, puis on va pouvoir examiner ces choses-là. J'aurais le goût peut-être à l'envers de la question qu'on vous a posée. S'il y avait des choses, parce que vous avez vu là, tout le long que vous parlez, moi je prends des notes et tout ça, puis Claire, en effet, on a eu la chance de se parler, puis
si vous aviez des réactions ou même à la suite de notre rencontre de cet après-midi, s'il y avait des choses, vous allez voir, j'ai laissé mon courrier électronique puis mes coordonnées. Vous pourrez aussi m'envoyer du matériel pour qu'on soit capable de vraiment faire le tour. Moi, la question qui me préoccupe à cette étape-ci, puis que je veux vraiment m'en assurer, c'est qu'on n'a pas de crack dans le guide. C'est-à-dire qu'on aborde les choses. Fait que là, je note de ce que vous venez de me dire qu'au-delà des enjeux entre, disons, l'équipe pédagogique, l'équipe technique, on a aussi des enjeux avec d'autres niveaux. Fait que si on va vouloir l'aborder, on va vouloir le traiter. On a parlé aussi Claire, vous venez de dire que les solutions qui sont apportées pour certains qui apparaissent une très bonne solution doivent être négociées avec d'autres. On va vouloir explorer cette question-là, puis voir c'est quoi les critères qu'on peut se donner pour trouver des mécanismes qui nous permettent d'avoir une bonne discussion. Puis ce que j'ai aussi noté, c'est qu'on a dans certains milieux des équipes de recherche et développement qui assurent qu'on soit toujours à la fine pointe au niveau de l'utilisation des techniques, puis de l'utilisation aussi de certains outils de pédagogiques pour construire le cours. Y a-t-il autre chose que vous voyez là-dedans qui manque peut-être? Ou sinon, peut-être juste nous faire signe que vous pensez que ça fait pas mal le tour. Oui. René, je ne sais pas si je le mettrais là-dedans, mais quand on a développé une formation, on a vraiment mis l'étudiant au cœur du développement. Ça change pas mal l'orientation par rapport à nos enjeux, à nous, quand design thinking, là, qui est un peu là, on part de l'étudiant, puis c'est quoi qu'il voit, c'est quoi qu'il a besoin, puis nous, on se construit autour de cette vision-là. Fait que des fois, ça amène les équipes ou les litiges, en tout cas, qu'il y a entre une expertise ou une autre qu'on veut pousser, mais on dit, mais l'étudiant, lui, comment il va percevoir ça? C'est qui notre clientèle? Puis comment ils vont naviguer à travers ces outils-là? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de formation? Comment on doit les accompagner? Des fois, en tout cas, dans les précédents développements, des fois, on les oublie un petit peu. Je pense qu'il faut se recentrer beaucoup sur qui sont nos usagers. Quitte à faire des personnages, on fait des personnages, c'est notre clientèle, ils ont quel âge, ils viennent d'où. Puis je pense que ça l'aide beaucoup. Vous parlez un peu de CEA aussi. Bon, ben c'est qui notre clientèle, des retours aux études, c'est des gens qui ont des problèmes avec la langue française. Fait que ça aide énormément. Puis quand je parlais de développement technologique, j'avais présenté sur Twitter l'autre fois le fameux PowerPoint que maintenant on peut présenter, puis quand on parle, il écrit ce qu'on dit dans le bas de la page, mais quand on parle de difficulté de la langue ou tout ça, ben c'est un outil de veille qu'on a fait, mais qui peut être fort utile dans les langues. Très intéressant. Je l'ai entendu aussi dans certaines de mes conversations. Merci. Oui. Cécile Garcia, vous vouliez prendre la parole? Oui, je sais pas. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Très bien. Oui, je voulais aller dans le sens de René, effectivement, d'intégrer effectivement les utilisateurs finaux des solutions et des programmes. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait et ça a changé les choix qu'on avait pu faire avec l'équipe technique et l'équipe pédagogique. Ça a orienté différemment les résultats. Donc, je pense que c'est effectivement très important quand on peut, d'intégrer dans l'équipe des utilisateurs finaux, des usagers. Voilà. Très bien. Puisque c'est vrai que finalement, l'idée aussi n'est pas tant de subir la technologie, mais plutôt qu'elle s'adapte à un contexte de formation finalement. Donc, là, je vais lancer un développement, il faut me dire ce que vous en pensez. Mais l'idée, c'est peut-être plus avant de partir des besoins et des contextes dans lesquels la formation va être dispensée, dans lesquels la formation va être suivie, et à partir de là, voir quels éléments techniques, voire technologiques peuvent soutenir cette formation-là. Donc, finalement, on mettrait l'apprenante au cœur de la problématique. On partirait de ce contexte-là, à qui on a affaire. Est-ce que la personne est en conciliation famille, études, travail? Est-ce qu'elle va consulter la formation? Si c'est une formation asynchrone, par exemple, elle va consulter le matériel didactique en sortant du travail, en allant chercher ses enfants, donc sur un appareil mobile. Est-ce qu'au contraire, on va devoir avoir des temps synchrones pour certains apprentissages? Est-ce qu'on fait de la classe inversée? Comment nos publics vont s'adapter à ça? Et peut-être qu'à partir de ces besoins-là, on va chercher des outils. Est-ce que c'est une manière de concevoir finalement une approche qui vous fait écho? Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, mais très importante aussi d'Olivier dans le clavardage qui indique que l'enjeu de l'accessibilité doit être inclus ou considéré également, sinon le reste fait le tour de son côté. Effectivement, l'accessibilité universelle aussi doit être
un critère on va aborder, qu'on va rajouter dans la liste des enjeux, parce que c'est vrai que tous les outils technologiques ne sont pas accessibles. Et ensuite, quand on parle d'accessibilité universelle, de quelle accessibilité on parle? Est-ce que c'est motrice? Est-ce que c'est auditive? Est-ce que c'est visuel, notamment sensoriel, etc. Et donc, c'est vrai que les outils qu'on choisit et notre manière d'aborder, finalement, même le design pédagogique doit répondre à ces enjeux. Donc, toujours s'adapter finalement à sa clientèle, finalement, s'adapter aux étudiants, hein. C'est ça. Donc, est-ce que ça fait écho à quelque chose pour vous? Est-ce que c'est une bonne manière de présenter ce qui a été dit tantôt? Sinon, on peut passer aux autres. N'hésitez pas à prendre la parole, soit levant la main ou en enlevant la sourdine sur votre micro. On est là pour un bel échange. C'est bien démarré. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît. La parole est à vous. Parfait. Merci pour les passives. Donc, ça confirme. Merci. Alors ici, si vous voulez, on peut passer peut-être à d'autres questions. Moi, ce que je comprends, en tout cas, c'est qu'on a pas mal bien cerné avec les éléments que vous venez d'ajouter. Je pense qu'on a fait le tour un peu. Les autres questions qu'on aimerait peut-être discuter avec vous, c'est aussi, bon, on a parlé peut-être déjà un petit peu jusqu'à maintenant. C'est comme, quels sont justement ces différents acteurs-là de la FAD? Oui. Puis, je l'ai appelé comme ça, là, mais FAD, on pourrait dire formation en ligne. Probablement que dans le guide, on va parler de formation en ligne tout le long, là, parce que c'est vraiment la décision là, qui est plus universelle, si je peux dire. Donc, jusqu'à maintenant, on avait identifié les spécialistes de contenu, les technopédagogues, qui étaient comme dans l'équipe pédagogique, l'équipe technique, les techniciens, graphistes, intégrateurs web, programmeurs. On avait l'équipe d'administration ou l'établissement, les décideurs et compagnie. Puis, je posais la question justement sur les étudiants ou les candidats. Puis là, ce que je comprends, en tout cas de l'échange qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est que oui, c'est un peu, ça facilite quand on met au cœur de la démarche, quand on met les étudiants, les candidats ou les utilisateurs, ça facilite, disons, le processus de collaboration. Maintenant, j'aurais le goût de vous poser des questions sur la question par rapport aux accompagnateurs. Dans certains établissements puis dans certains projets, il y a des gens qui sont des accompagnateurs qui sont soit au niveau de la gestion du projet ou qui vont être des accompagnateurs de l'utilisateur. Comment vous voyez leur participation dans le développement si vous voyez une pertinence ou non, ou si c'est quelque chose qui existe dans vos différents milieux? Oui, René Bélanger, vous avez levé le pouce. Oui, je vais prendre J'ai fait une recension un petit peu des écrits. J'ai présenté un atelier sur justement ce débat-là qui était, bon, c'est qui le rôle? Les rôles sont-ils nouveaux? On a sorti le mot, l'Ontario l'avait sorti, le techno-coach. Oui. Donc, la personne un peu qui a une vision accompagnateur de l'étudiant, puis en même temps qui présente les procédés, puis qui a une vision globale de la formation pour aller voir les équipes administratives, l'équipe technique. C'est un peu ce rôle-là que je joue, mais pas pleinement. Puis encore hier, justement, j'étais avec une étudiante, je disais, il manque des compétences pour commencer son cours. C'est toujours ce réajustement-là qu'on voit, puis c'est une vision macro. Je l'appelle un peu l'assurance qualité. Donc, on présume beaucoup de choses de nos apprenants puis de nos enseignants, mais cette espèce de vision-là globale d'accompagnateur de l'étudiant, de le ramener à l'enseignant, puis de s'assurer que tous les processus, il n'y a pas de manquement. Je dirais que l'accompagnateur ou techno-coach qu'on a nommé, j'ai fait un peu un écosystème, mais je le vois de plus en plus dans ma pratique que c'est un rôle qui est intéressant, c'est d'aller chercher le profil de compétences de cette personne-là. On est à moitié techno, ancien prof, intérêt pour l'éthique, mais ça prend un petit peu tout ce volet-là pour s'assurer de ramener les améliorations là, par rapport à toute notre séquence de développement jusqu'à la présentation des contenus. Je le vois comme ça un petit peu le rôle qui est très important, là, cette assurance qualité-là, qui peut permettre d'avoir un produit là, qui est intéressant pour favoriser évidemment la réussite. Excellent. Justement, on a des commentaires qui sont en liste là, dans notre fil de commentaires. Puis justement, Olivier partageait justement que ça prend une personne qui a un regard gestion de la qualité. Donc, ça rejoint un peu les propos de René là, à ce sujet-là. J'aimerais ça vous en entendre un petit peu plus parler par rapport à la question du techno-coach, parce qu'on nous pose la question, mais qu'est-ce que vous entendez par accompagnateur ou accompagnateur du projet, un manager de projet? Alors, en effet, quand on a mis ce concept-là d'accompagnateur, on le voyait initialement plus par rapport à l'accompagnement de l'étudiant
un peu comme tu le disais tout à l'heure, mais je suis pas sûre que c'est ça que ça veut dire le techno-coach. Fait que j'aimerais ça peut-être qu'ensemble, on essaye de définir c'est quoi cette contribution-là qu'on est en train de nommer, qu'on n'avait pas nommé jusqu'à maintenant. Ce que je comprends, c'est que c'est des gens qui sont là pour assurer la qualité du produit jusqu'à la livraison ou jusqu'à autant des contenus que de la forme, puis de l'utilisation et tout ça. Ça peut être aussi des accompagnateurs, puis ça serait comme une autre catégorie qui devient comme un médiateur entre la technologie et tout ça, puis l'utilisateur. Est-ce que vous voyez d'autres rôles à jouer ou d'autres types de partenaires ou d'acteurs dans le développement qui contribueraient à une meilleure collaboration entre toutes les équipes? Ben, entre les deux équipes, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent intervenir, mais c'est ça, l'accompagnateur, mais aussi le rôle, on peut y aller même l'étudiant par rapport à la persévérance, son organisation scolaire, comment ses méthodes de travail, il peut aller loin. Mais c'est ça, je vais laisser les gens, là, s'ils peuvent parler aussi. On a une personne dont le nom sur Zoom, c'est LSA 251. Je crois que vous avez mis une pastille. Est-ce que c'est parce que vous voulez prendre la parole? Michel, est-ce que tu l'as dans la liste des participants et participantes? Sinon, Diane Bastien, j'ai vu aussi votre main levée. Je voulais juste m'assurer que ce n'est pas une prise de parole de l'utilisateur ou l'utilisatrice. C'est un membre du C3S. Tantôt, est-ce que vous pouvez préciser le pourquoi du crochet ou compléter pour la question qui est posée? OK. Je pense que peut-être que c'est juste un... crochet oublié oui. sur je pense. Non. Allô? Oui. C'est Diane Bastien de la CNESST. Nous, on est dans un contexte qui n'est pas un contexte d'enseignement postsecondaire, mais je trouve ça, donc, on forme des gens, dans le fond, qui interviennent en indemnisation et en réadaptation là, aux gens qui sont victimes d'accidents de travail. Je trouve ça intéressant, l'idée de l'accompagnateur de l'étudiant. Puis, comme ce n'est pas très clair pour moi là, exactement ce que vous faites, accompagnateur de l'étudiant dans le contexte techno-pédagogique. J'aurais aimé ça que vous me donniez un peu des exemples concrets parce que je me dis comment est-ce qu'on pourrait transposer ça dans notre réalité à nous? Ça pourrait peut-être être intéressant. Ce n'est pas quelque chose à laquelle j'avais pensé nécessairement. Est-ce qu'il y a des gens du groupe qui aimeraient répondre ou Je pense qu'on a quelques cas, par exemple, quelques exemples qu'on peut présenter. Parce que c'est intéressant, finalement, accompagnateur peut se comprendre dans plusieurs contextes, finalement. Il y a le projet pédagogique en tant que tel et accompagnateur des étudiants ou étudiantes. Donc là, je vais lire quelques-unes des interventions qu'on a dans le clavardage pour un peu développer la discussion et la réflexion là-dessus. Donc, Olivier proposerait la perception d'un accompagnateur qui assurerait la réussite scolaire. Donc là, on est du côté des usagers et usagères. Nous avons Claire Blanville de l'Atelier qui dit que dans leur cas, à l'Atelier, qui parle de tuteur ou chargé d'encadrement. Donc, finalement, on comprend que cette personne qui soit est en tutorat, soit en soutien finalement à la réussite scolaire ou au parcours scolaire de l'étudiant ou étudiante devrait peut-être finalement avoir un rôle dans ce design initial. Donc, on est beaucoup du côté de l'utilisateur. Ensuite, nous avons une intervention aussi de l'Atelier. Encore à l'Atelier, nous avons des spécialistes à la production des médias numérisés qui accompagnent les professeurs et assurent la gestion des activités de médiatisation. Votre liste de partenaires de la FAD n'inclut pas des gestionnaires de projet. Donc, c'est ça qui va être intéressant, effectivement. Donc là, on passe de l'autre côté. On n'est plus dans les utilisateurs, donc accompagner les étudiants et étudiantes, mais finalement accompagner l'équipe technopédagogique au sens large, finalement, dans la conception de cet apprentissage et donc dans l'intégration de solutions technologiques. Ensuite, nous avons Dorval Fournier de l'Atelier qui indique que tous les acteurs, accompagnateurs, etc., impliqués dans le projet doivent suivre son évolution via un comité de projet. Donc, finalement, on revient à qui gère ce projet. C'est un peu dans la diapositive précédente également. Donc, ça va être intéressant, effectivement, de voir qui fait quoi, finalement. Quel est le rôle qu'on attribue aux différentes actrices et acteurs. Et finalement, là, c'est intéressant de voir cette conversation en ayant un mot aussi vaste qu'accompagnateur, finalement. On se rend compte qu'il y a peut-être beaucoup plus d'acteurs et d'actrices qui devraient
ou pourraient éventuellement s'impliquer dans cette collaboration qu'on est en train d'étudier dans ce guide. Donc, c'est vraiment assez fascinant. Et là, on a un partage de René Bélanger. Ah oui, très bien. Donc, voici la présentation de l'atelier diffusé en ligne sur le coach technopédagogique. Donc, là, vous avez un rôle à définir. Parfait. Donc, là, il y a le lien vers YouTube pour finalement la présentation que vous avez donnée pour cette définition finalement de qu'est-ce que serait un coach technopédagogique. Très bien. Je vous remercie. Et d'ailleurs, le clavardage sera partagé également avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc, vous aurez accès à ce lien-là également. Absolument. Un des éléments, si je peux me permettre, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs joueurs ou groupes possibles qui doivent communiquer, travailler ensemble, collaborer. Un des défis serait sûrement de faire partager les mêmes valeurs technopédagogiques, pédagogiques d'abord, voir la place de l'apprenant dans tout ça et essayer de décloisonner un peu ce qui nous appartient comme rôle, en essayant de voir ce que d'autres peuvent avoir comme contribution. Et ce partage de responsabilités-là, dire qui peut faire quoi, quand et comment, il faut qu'il y ait une communication d'établie. Et c'est probablement un des défis qui s'offre ou qui se pose pour que tous les joueurs puissent comprendre un peu la contribution de l'autre. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a cette communication-là est, dans certains cas, à établir avec plus de précision parce que chacun arrive avec son bagage de compétences, de connaissances, sa volonté de bien faire, mais à l'intérieur de son champ d'action. Donc, il y a probablement un défi de communication pour vraiment rassembler les différents joueurs et c'est sûrement un des éléments qui serait à faire ressortir, je pense. Oui. Bien, tout à fait. Puis je pense que si on veut conclure peut-être avec cette section, parce que je vois que le temps passe, on est en réunion, on est ensemble jusqu'à 13 heures, je pense. Oui, c'est ça. Exactement. OK, parfait. Je veux juste être sûre qu'on examine les autres questions. Oui. Vous avez jusqu'à maintenant, en tout cas, contribué beaucoup à la discussion sur la question des accompagnateurs. Comme tu l'as dit, Lise, tout à l'heure, on parle de différents types d'accompagnement. Ces choses-là sont bien notées, puis on va vouloir faire cette distinction-là dans le guide, puis c'est un ajout, en tout cas, ou un appui que vous donnez pour vraiment élargir encore la discussion, puis vraiment regarder quels sont les acteurs qui peuvent faire une différence dans la question. Puis j'apprécie beaucoup qu'on parle de la question des valeurs aussi, parce que c'est souvent la chose, quand on est dans une forme de gestion de projet, on va se donner des tâches, on va dire, OK, est-ce que tu t'empiètes sur mon terrain ou pas? Mais au-delà de ça, ça prend comme un genre de lieu commun ou d'espace commun où on partage au moins des valeurs, un objectif. Et tout à l'heure, on a eu une intervention qui disait que de garder l'étudiant au centre de notre réflexion, ça peut souvent être comme le catalyseur ou le point de repère, disons, pour nous garder en ligne. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations-là. Y a-t-il autre chose que tu veux souligner, Lise, avant qu'on passe aux prochaines questions? Peut-être juste lire à haute voix pour l'enregistrement vidéo, l'intervention, qui est dans le clavardage, d'accord pour le partage des valeurs et du jargon. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Oui. Donc, chaque domaine d'expertise a son propre jargon. Et parfois, on veut la même chose, mais on ne la désigne pas de la même façon. Ça, c'est vrai. Et parfois, c'est aussi source de tension parce que peut-être que pour moi, ça va être une terminologie très technique, mais pour moi, qui veut dire autre chose parce que comme l'autre personne en face, oui, effectivement, Cécile Garça, il y a besoin d'un vocabulaire commun. Finalement, l'autre personne en face n'a pas le même bagage. Finalement, on n'a pas la même formation. Donc, va formuler différemment l'information, peut-être avec d'autres mots, et on a l'impression de ne pas s'entendre, alors qu'en fait, si ça se trouve, on parle de la même chose. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un enjeu aussi à prendre en compte, exactement. Et dans les valeurs, je pense aussi finalement au fait que on a parfois des valeurs même en rapport avec les technologies qu'on va utiliser pour l'apprentissage. Donc, à ce moment-là, choisir un set, on va dire, de valeurs va aussi déterminer quelles ressources on place pour le développement de ces formations. À quoi je pense, par exemple, c'est logiciel libre ou logiciel propriétaire. Il y a des établissements dont les valeurs vont avec l'état d'esprit du logiciel libre. OK, on va mettre les ressources nécessaires parce que qui dit logiciel libre dit parfois besoin d'adaptation.
très souvent besoin d'adaptation. Par exemple, tout bêtement, mais les établissements qui utilisent des plateformes comme Moodle, Moodle, c'est un logiciel libre. Donc, on veut mettre les ressources nécessaires pour accompagner les équipes, pour accompagner le suivi et la maintenance de ce genre d'outils, tandis que d'autres établissements vont se dire, mais non, on ne veut pas forcément, ou on n'a pas les ressources, et ça se respecte aussi, on n'a pas les ressources forcément pour implémenter ce genre d'outils libres, vu le travail d'adaptation que ça demande. Donc, nous, on va choisir la simplicité du logiciel propriétaire. Donc, on va mettre une suite OneNote, par exemple, pour faire des cahiers d'étudiants en ligne. Donc, c'est ça aussi, les valeurs, même sur les outils qu'on choisit, vont déterminer finalement les ressources qu'on va mettre à disposition, les ressources qu'on va identifier, dont on va se doter pour être capable d'implémenter ce type d'apprentissage. Donc, la question des valeurs, elle est vraiment fondamentale là-dedans. Effectivement, ça a un impact sur l'ensemble des décisions qui sont prises, même technologiques. Oui. Diane Bastien, est-ce que vous aviez une courte intervention avant qu'on passe à la prochaine diapositive? Non, non, ça va. J'ai posé ma question tout à l'heure. Merci. Ah, OK. Alors, vous pouvez recliquer sur Ah oui, j'ai oublié d'enlever ma main. Je m'excuse. C'est bon, ouais, pas de souci. Désolée. Merci, sans problème. Alors, si vous voulez, il y avait encore quelques petites questions que j'aurais aimé ça aborder avec vous avant qu'on clore la discussion. Je ne sais pas si les gens vont être disponibles encore pour un petit moment. Mais entre autres, je voulais vérifier avec vous, parce que dans la première mouture de la rédaction de ce guide-là, on parlait des formations synchrones, asynchrones, mixtes. Puis, je me suis posé la question, de mon point de vue de néophyte un peu dans tout ça, est-ce que pour vous autres, c'est important qu'on traite de ce… Est-ce que vous pensez que ça, le type de formation, c'est le point de départ où ça peut être un élément de discussion utile dans un guide comme celui-là, où, somme toute, les conditions de réussite pour la collaboration sont un peu similaires dans chacune des formations, dans chacun des types de formations? Ouais. Dans le sens où n'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole, mais dans le sens où parfois on peut se dire qu'il y a un socle quand même sur lequel se mettre d'accord à partir du moment où on veut établir une collaboration pour concevoir un ensemble de modules, par exemple, de formation. Mais après, il y a des établissements qui seraient peut-être amenés à dire que non, lorsqu'on veut délivrer une formation en synchrone, donc en temporalité synchrone, ça prend une collaboration à l'avance pour concevoir quelle plateforme on va utiliser pour donner l'apprentissage, quel format vont prendre les outils didactiques et comment on va pouvoir les transférer à distance. Et ça prend aussi finalement une collaboration entre l'équipe pédagogique et l'équipe technique, même en temps réel éventuellement. Que se passe-t-il si le logiciel de web diffusion ne fonctionne pas pendant le cours? Est-ce qu'on a un soutien là-dessus ou pas? Alors que d'autres vont dire, non, mais en asynchrone, ça va être intéressant éventuellement d'avoir… Là, je donne quelques scénarios. N'hésitez pas à les adapter. Justement, on voudrait avoir votre expérience là-dessus. Mais si on développe des outils de formation asynchrone, mais peut-être que le temps fort de cette collaboration technopédagogique va être dès la conception du programme même de formation. Ensuite, créer les outils, le matériel didactique, savoir où est-ce qu'on le rend disponible. Est-ce qu'on fait une plateforme en ligne? Est-ce que c'est des envois courriels? Peu importe. Mais que peut-être pendant le temps d'apprentissage des étudiants et étudiantes, il n'y a peut-être pas tant besoin de cette collaboration. Et ensuite, on se fait un débriefing. Donc, finalement, on évalue les réussites, les points forts et les points faibles de chaque session, finalement, de chaque semestre. Je ne sais pas, pendant lequel ce matériel didactique est dispensé et présenté. Donc, là, je vais lire une intervention déjà qu'il y a dans le clavardage. Ensuite, n'hésitez pas à lever la main, à activer votre micro. Donc, René Bélanger dit, pour répondre à cette question, je crois que c'est la même base. L'équipe peut être plus grande pour le développement de l'asynchrone, gestion de projet. Donc, à ce moment-là, vous pensez qu'il y aurait peut-être plus de besoin d'une telle collaboration, peut-être besoin de plus d'acteurs et d'actrices pour une formation asynchrone. C'est ça? Oui, j'ai l'impression qu'en amont, c'est vraiment de la gestion de projet avec un temps de livraison, une bonne structure d'équipe, une bonne collaboration technique, développement pédagogique, technopédagogue. C'est sûr que quand on met la mise en place, c'est toujours un processus utile de voir si notre formation tient la route. Alors que de l'asynchrone, oui, il y a une préparation avant, mais même pendant que ça roule, il y a un réajustement plus constant, je pense, qu'une grosse équipe qui met Parce que l'asynchrone, surtout si c'est un peu autoportant, ça demande beaucoup de rigueur, puis de qualité, puis de longueur de développement. On fait des capsules vidéo, c'est tellement long le cycle de vérifier chaque mot, c'est-tu le bon ton, Alors qu'en synchrone,
c'est plus près de l'acte d'enseigner d'un enseignant d'une classe traditionnelle. L'équipe, c'est un peu différent, les rôles, mais c'est la même base, pareil, de collaboration qu'on a besoin dans une équipe. Et peut-être plus les rôles seront encore plus définis dans de la synchrone. Oh, OK. D'accord. Merci les rôles plus définis, OK. À quoi ça te faisait penser? Non, je trouve ça intéressant de voir ces subtilités-là, puis de voir que, somme toute, il y a un bagage de départ qui est nécessaire. Puis c'est pas nécessairement... En fait, ce que je comprends là, des conversations que j'ai avec vous, mais que j'ai eues avec d'autres aussi, c'est que c'est pas nécessairement... Le point de départ n'est pas le type de formation. Il y a comme une gestion, ou il y a comme une planification, il y a comme une organisation qui se fait en fonction des besoins du client, du contenu, etc. Puis après ça, il y a d'autres décisions qui doivent être prises au fur et à mesure qu'on avance. Entre autres, une des décisions, c'est est-ce que c'est une formation dans le besoin, il va y avoir, est-ce que c'est une formation synchrone, asynchrone ou mixte, puis à partir de là, qu'est-ce que ça demande comme partenaire, comme joueur d'équipe pour construire le projet. C'est un peu ça que je comprends. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on veut rajouter par rapport à cette question-là? Michel? Il nous reste un peu plus que 5 minutes pour les 3 questions qui restent. Oui, merci Michel. On va parler plus vite. Fait que les 3 autres questions, essentiellement, ça touche un peu de vous entendre nous parler un peu de vos expériences. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez nous dire à cette étape-ci avant que la conversation se termine autour des pratiques qui ont favorisé davantage les collaborations entre les partenaires, des expériences vécues de votre part, des expériences d'échec aussi? On est toujours en train de mettre en valeur ce qu'on sait faire, mais il y a beaucoup d'apprentissage dans les échecs, selon moi. Et la même chose, est-ce qu'il y a des réussites ou des projets porteurs d'enseignement que vous aimeriez citer et que vous aimeriez qu'ils soient peut-être cités même dans le guide? Puis sinon, la dernière question, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent, selon vous, les partenariats efficaces dont nous devrions parler dans le guide? Fait que j'aimerais ça vous entendre parler de vos expériences. Puis, s'il y a des choses que vous voulez rajouter, ça va clore notre discussion. Oui. Claire, vous pouvez... Claire Bonville? Oui, je vais essayer d'être bref pour laisser de la place aux autres à répondre. Je vais amener 2 points qui est vécu chez nous. Donc, le premier, au niveau de la collaboration, comme je vous disais, nous, on fait partie du service technopédagogique, mais il y a quand même aussi un lien très étroit qui est fait entre nous, nos pédagogues et ce que Christine Simard a écrit tout à l'heure, les spécialistes de la production numérique. Donc, on est toujours en étroite collaboration. Il n'y a pas rien qui se fait sans que l'un ou l'autre est mis au courant. Donc, nous, on est vraiment un petit peu l'intermédiaire avec le professeur. Donc, c'est pour nous un facteur de succès, je pourrais dire. Ça aide. Un autre point, je voulais emmener plus par rapport à la dernière question, c'est le fait aussi qu'il y a quand même sur la panoplie de cours qui est offerte à la TELUC, beaucoup de cours qui sont mis à jour régulièrement. Et quand M. Bélanger tout à l'heure parlait d'assurance qualité, une des choses qui est faite, c'est que non seulement on va chercher la rétroaction de l'étudiant lors de l'évaluation du cours, mais on va aussi chercher la rétroaction de plus en plus justement des tuteurs, des collaborateurs, ou accompagnateurs que vous avez appelés, donc les tuteurs ou les chargés d'encadrement chez nous. Au niveau de qu'est-ce qu'ils ont remarqué au niveau du cours, qu'est-ce qui serait à mettre à jour, où les étudiants ont de la difficulté, qu'est-ce qu'il faudrait refaire autrement, les travaux. Il y a vraiment beaucoup on essaie de plus en plus d'aller chercher leur rétroaction lorsqu'on fait une mise à jour. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est encore à améliorer, mais qui a fait un gros impact au niveau de la qualité des cours à la TELUC. Excellent, merci. Merci. Nous avons deux interventions dans le clavardage. Donc, Cécile Garcia qui dit que un avantage, un outil qui aiderait, ce serait l'utilisation d'un outil de gestion de projet collaboratif qui permettrait le partage d'informations, la visibilité des avancées pour tous les acteurs et une communication facilitée. Effectivement, il ne faut pas négliger non plus le fait de se doter d'outils qui permettent de faciliter, de fluidifier les échanges donc, entre les différents acteurs et actrices de ce design pédagogique. Et enfin, René Bélanger qui indique que ce serait bien d'avoir un endroit d'échange également pour consigner la documentation, les ajustements en cours d'implantation et donc l'idée de garder des traces et de créer une base de données. Effectivement, tout ça peut permettre d'améliorer
finalement les formations. C'est des essais-erreurs éventuellement aussi, mais au moins on peut garder un historique de tout ce qu'on a essayé pour finalement implanter les meilleures pratiques dans les établissements. Merci beaucoup pour votre contribution. Je sais qu'on a 2 minutes. Michel, À peu de choses près, on n'est pas régi à ce point-là, là, mais je sais que plusieurs ont des engagements après 13 heures, heure de l'Est. Donc, je voulais quand même baliser un petit peu le temps, mais je ne veux surtout pas empêcher qui que ce soit de prendre la parole ou d'ajouter au clavardage. Donc, c'est le bon temps sur les dernières questions posées. Puis je pense qu'il y a beaucoup de beaux éléments qui sont sortis dans cette rencontre-là d'une heure. S'il y a des mains à lever, n'hésitez pas à le faire, c'est le bon temps. Dernière chance aussi pour le clavardage. Oui, puis merci beaucoup de cette intervention-là parce que justement, je voulais quand même vous présenter un peu ma dernière diapo. Vous allez recevoir ce document-là. Si vous avez, puis je sais comme j'ai noté là, quand même là, toutes les interventions qui ont été faites et tout ça, mais si vous avez des choses que vous aimeriez amener comme contribution, des éléments de réflexion qui viennent au fur et à mesure que le temps va passer, moi, je serais très intéressée à avoir une discussion avec vous. Fait que vous avez mes coordonnées, puis le CEDAF et le REFAD acceptent que vous communiquiez directement avec moi là, pour accélérer un peu le processus. Fait que si vous avez des documents, comme tout à l'heure, il y a Mme Garcia qui parlait d'outils de gestion. Si vous avez des exemples concrets que vous êtes en mesure de partager, n'hésitez pas à le faire parce que, comme je le disais au tout début, le guide se veut vraiment un outil très pratique. Fait qu'on va vouloir utiliser ces outils-là de gestion pour faciliter l'implémentation de meilleures collaborations au sein des établissements, au sein des organismes ou au sein d'associations, quelles qu'elles soient. Fait que n'hésitez pas à me faire parvenir ce matériel-là. Alors, on a une question dans le clavardage de Diane. Quand est-ce que vous prévoyez que le guide sera prêt? La diffusion, la publication du guide, donc tu me confirmes, Michel, ça devrait être en fin mars ou en début avril, c'est ça, de cette année, par le REFAD. Parce que là, c'est un document du REFAD, donc il va être mis en ligne au tout début du mois d'avril par le REFAD. C'est ce que j'ai entendu comme date déjà. Oui, hein, moi aussi. Oui, c'est ça. Si la tendance se maintient, ça va être début avril. Oui, c'est parfait. Moi, j'ai le goût de m'acheter un petit délai, mais je ne ferai pas ça. Ça, je n'ai pas dit un jour précis, là. Vraiment, je suis en début avril. Et Cécile Garcia, oui, merci beaucoup donc, pour prendre contact avec nous. Donc, pour un exemple concret d'outil et de son utilisation. Merci beaucoup. Vraiment, les échanges d'aujourd'hui ont été particulièrement riches. Pour nous, très ça a intéressant. Vraiment aidé, oui, même à un peu rebaliser le terrain, à redéfinir éventuellement quelques-unes des pistes qu'on a commencé à designer. Lui, ça fait un très, très bon travail déjà aussi de première recherche de qu'est-ce qui se fait sur le terrain, des premiers avis pour définir un petit peu des tendances finalement qu'on sent qui animent un petit peu ce travail-là, qui anime les équipes qui ont la volonté de développer ce genre de collaboration. Donc, nous, il nous reste à vous remercier surtout là-dessus. Oui, tout à fait. Puis, je vais vous dire que dans le guide aussi, j'ai déjà commencé à recevoir des gens qui sont intéressés à partager une expérience concrète, comme entre autres au niveau de la reconnaissance des acquis. Il y a un établissement qui a vraiment une démarche de fait. Fait que ça va pouvoir être inclus éventuellement au sein du guide. Fait que s'il y avait d'autres questions aussi que vous aviez, ou comme entre autres sur l'accès au matériel ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous les poser si c'est des réflexions, même s'ils sont de l'ordre de la réflexion et non pas juste de l'action, qu'on pourra peut-être inclure là, justement dans le guide, dans la version finale. C'est ça. Mesdames, vous avez été formidables. Je vous remercie infiniment de votre contribution de haut niveau. Merci également à tous ceux et celles qui ont participé de vive voix ou par le clavardage. Je pense qu'on a avancé aujourd'hui dans une bonne direction. Donc, Lise, Luce, un merci particulier à vous deux qui avez fait un travail en amont pour que ce soit une belle réussite aujourd'hui. Commentaires et suggestions, n'hésitez pas. Vous deux, vous venez de le mentionner, mais refad@sympathico.ca, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos questions, vos informations qui peuvent suivre dans les minutes qui suivent, ou dans 2 jours, ou dans 2 semaines, mais le plus vite, c'est le mieux.
parce qu'il y a un livrable à un moment donné, puis ce sont des contributions qui peuvent aider vraiment. Donc, n'hésitez pas. Et le clavardage, la saisie vidéo va être rendu disponible par l'OREFA dans les meilleurs délais, sous réserve qu'il nous manque un joueur actuellement qui n'est pas bien, qui est malade, mais ça ne saurait tarder. Merci aussi aux bailleurs de fonds Patrimoine Canada. Je mentionne, je n'ai pas beaucoup d'informations sur tout ça, ce n'est pas mon rôle habituel, mais je pense qu'il faut remercier ceux qui rendent possible gratuitement ce genre d'échange dont on profite librement. Donc, voilà. Et donc, encore une fois, merci à vous tous. On va attendre de vos nouvelles via refad@sympathico.ca ou directement aux coordonnées que Luce avait montrées sur l'écran. Puis, ben, il me reste, je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous dire un immense merci pour une belle rencontre et à une prochaine qui va être dans un mois, peu de choses près, où il va y avoir un autre type de document qui va être présenté. Les nouvelles ou l'annonce de ça vont vous être faites par les canaux habituels du REFAD. Donc, encore une fois, merci à tous. Une belle fin de journée. Prenez soin de votre santé. On en a tous besoin. Et à une toute prochaine fois. Merci bien. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Tout le monde.